continue la question d'info. À 4 jours de la primaire de la droite et du centre, tout semble désormais possible. Entre l'élection de Donald Trump et la candidature d'Emmanuel Macron, la donne à droite est-elle en train de changer? Juppé, Sarkozy, Fillon, quelle sera la surprise du premier tour? Invité de question d'info aujourd'hui, Jean-François Copé, candidat justement à la primaire de la droite et du centre et député LR de Meaux. Et à mes côtés, pour vous interroger, Monsieur Copé, Françoise Fressoz du Monde, Frédéric Dumoulin de l'AFP et Yael Gauze de France Info. Bonjour Monsieur Copé. Bonjour. La fin d'un vrai faux suspense ce matin à Bobigny. Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle. Je veux porter l'optimisme de la volonté contre un système bloqué. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que vous partagez sa démarche? Enfin, écoutez, sa démarche, ça, chacun est libre. Mais ça y est, je crois que le festival des poncifs a commencé. Là, j'ai vu une liste complète de platitudes qui viennent prolonger tous les discours qu'il a pu d'ailleurs. Quelle platitude? Qu'est-ce qui est plat? Tout y est, là, tout y est. Vous pouvez reprendre le verbatim. Donc, en gros, ça consiste à dire que tout ce qui a été fait avant était bien entendu nul du fait des partis politiques, et que bien entendu, lui va nous changer tout ça. Il ne critique pas les élus, hein. Oui, ben non, mais il critique pas les élus parce qu'il a besoin de ses parrainages. Mais tout ça est très hypocrite. Vous croyez? Moi, ce que j'attends des candidats, qui soient d'ailleurs de gauche et de droite, mais on va parler de la droite. Et on va parler de vous, c'est surtout, et oui, bien sûr, c'est surtout qu'ils proposent des choses et qu'ils le fassent en n'oubliant pas, je l'ai suffisamment dit pour mes amis et concurrents de droite, je peux le dire aussi pour la gauche, que la vie n'est pas une page blanche et que dans le cas d'Emmanuel Macron, il est pleinement dans le système. Ça m'énerve que quoi, qu'il casse le système. Casse le système, c'est ça. Il casse rien du tout. Qu'est-ce qu'il casse? Attendez, alors excusez-moi, mais Françoise Fressoz, je ne veux gâcher la matinée à personne, mais je voudrais juste vous dire qu'il n'y a rien de cassé dans le système. Il a choisi un fond bleu, il a eu la bonne idée de mettre un drapeau tricolore et un drapeau européen. Il parle lentement, il regarde les caméras, de temps en temps il regarde les journalistes. Il y a 2 micros, tout est complètement mis en scène. Il y a un mot anglais qui est d'ailleurs redonné, c'est le mot fake. Vous savez, tout ça est faux depuis le début jusqu'à la fin. Vous lui dites pas bonne chance. Si on comprend bien, vous lui dites pas bonne chance dans l'aventure présidentielle. Écoutez, d'abord on a un autre mot dans le vocabulaire français que celui-là. Je n'oserais pas le prononcer ici, et donc en l'occurrence ne pas l'appliquer non plus à Emmanuel Macron pour une raison d'ailleurs très simple. Une raison très simple. Il ne faut pas prendre les autres de haut. Et si je n'avais qu'une recommandation à faire, moi qui commence à avoir un peu d'expérience, c'est de rappeler à Emmanuel Macron que l'engagement politique, ce n'est pas l'affaire de quelques semaines ou de quelques mois. C'est un long chemin pour rencontrer les Français, pour comprendre que ce sont aussi des épreuves à traverser. Et je crois qu'il est encore à l'idée que la politique, c'est facile. Donc c'est pas un long fleuve tranquille, la politique. Alors Emmanuel Macron, il a dit, je ne suis ni de droite ni de gauche. Pour vous, il est de droite ou de gauche? Je sais rien. En vérité, il est pas très clair, quoi. Et je pense que les Français, ils veulent des choix clairs. Et la vérité, c'est que il nous a expliqué pendant des années qu'il était de gauche. D'ailleurs, il a été dans le gouvernement de Monsieur Hollande. Il a été l'inspirateur de Monsieur Hollande. Donc, tout ça est pas très courageux. Moi, j'aime bien qu'on assume les choses. Et moi, je suis quelqu'un qui a toujours assumé tout ce que j'ai fait. Assume les choses. Je trouve qu'il n'assume pas vraiment. Alors, assumer les choses, c'est aussi développer son programme, son projet. C'est un peu ce qu'il a fait la semaine dernière dans l'Obs. Yael Gauze. En quoi ces propositions, Jean-François Copé, sont différentes de ce que proposent les candidats, les Républicains, dans la primaire, en matière sociale, modulation du temps de travail en fonction de l'âge, retraite à la carte, un régime d'assurance chômage pour les auto-entrepreneurs? Qu'est-ce qui vous différencie finalement? Ça n'a rien à voir avec ce que je propose. Enfin, je pense que vous avez suffisamment. Vous, généralement. Vous êtes plus généralement. J'en sais rien. Moi, je peux vous parler de ce que je propose moi et de comparer, si vous voulez, avec Emmanuel Macron. C'est pas un problème. Aucun point commun avec lui. Bon, j'en sais rien. Enfin, il a dit que les 35 heures étaient une grave erreur. Merci de son aide. Il était ministre de l'économie. Il aurait pu faire quelque chose. Et il nous a expliqué que l'ISF, c'était pas bien. Il pouvait le supprimer. Vous voyez, donc, il était dans un gouvernement de gauche. C'est pour ça qu'il y a une espèce d'énorme gag, là. C'est jusqu'à quand on fait semblant de pas voir. Vous parlez est-ce que le timing, maintenant parlons du timing. Il choisit 3-4 jours avant le premier tour de la primaire de la droite. Pourquoi la veille du débat. Est-ce qu'il a un plan caché aussi au niveau de la droite? Est-ce qu'il a un candidat préféré qu'il aimerait affronter? Oui, c'est ce qui se dit. Mais il y a rien de caché dans tout ça. C'est un calcul tout bête qui consiste à dire il faut que je prenne cet espace parce qu'au lendemain de la primaire de la droite, ce sera la gauche qui va faire sa primaire et que je veux pas être dans la primaire parce que j'ai aucune. Perturber le jeu de la primaire de la droite. Est-ce que ça peut avoir de l'influence sur la primaire de la droite? Vous savez, les derniers jours d'une campagne sont toujours des moments très particuliers où la place laissée à l'imprévu
est considérable. Donc il faut, bien sûr, on verra ce qu'il en est après. Je pense pas que ce soit l'élément majeur quand même. Oui, vous avez je voudrais, parce que comme vous m'avez posé plein de questions, j'ai pas pu répondre à tout. Je voudrais dire sur les idées. Mais oui, sur les idées. Ouais. Ce ne sont pas du tout mes idées. Je voudrais juste le préciser. Moi, je propose un virage sécuritaire. Je propose que l'État se reconcentre sur la sécurité de notre pays. Et donc, en l'occurrence, qu'il embauche 50 000 policiers, gendarmes, magistrats, gardiens de prison. À ma connaissance, je n'ai rien entendu de tel dans le programme de Macron. Pour le temps de travail, je propose de généraliser le référendum d'entreprise. C'est-à-dire que c'est les salariés qui voteront dans chaque entreprise sur la base du projet qui leur sera présenté par l'employeur. C'est une modulation du temps de travail par le référendum. C'est une modulation du temps de travail. Vous pourrez convenir aisément que ma proposition est infiniment plus courageuse que la sienne, qui consiste à être dans le vague, modulée. Sous quelle forme? Interprofessionnelle, on demande l'autorisation à monsieur Martinez de la CGT, on la demande pas. Enfin, vous voyez, il y a un moment, il va falloir qu'il rentre un peu dans le détail, parce que sinon ça tiendra pas longtemps. L'assurance chômage pour les auto-entrepreneurs, c'est... Oui, bien sûr. Vous partagez cette idée? Oui, d'accord, bien sûr. Ah formidable, oui. L'appui, ça mouille, on peut se mettre d'accord aussi là-dessus, je pense. Enfin. L'appui, ça mouille, et puis il y a d'autres questions. Vous dites supercherie, il n'y a rien derrière. En quelques mois, il a quand même réussi à créer un mouvement en marche, à avoir des financements. Est-ce que ça ne veut pas quand même dire quelque chose sur l'état du système politique aujourd'hui? Ça veut dire qu'on adore la nouveauté entre deux quinquennats, c'est normal. Je le dis d'autant plus qu'il y en a eu d'autres avant lui. Enfin, on n'était pas né ici, mais enfin Jean-Jacques Servan-Schreiber en 74, début des années 70, c'était une vedette absolue. Bernard Tapie a fait la même chose. Ou on peut dire aussi Valéry Giscard d'Estaing, c'était un peu. Ça n'a rien même s'il avait été ministre. Non, Emmanuel pas Emmanuel Aziza, Emmanuel Macron. Excusez-moi, je mélangeais avec le prénom de Macron. Non, c'est un très bon exemple. Valéry Giscard d'Estaing a fait le parcours. Mais c'était la nouveauté, vous plaisantez. Il avait été ministre des Finances pendant de très nombreuses années. Il était élu en Auvergne, parlementaire, animateur d'un groupe politique important. Ah non, ça n'a strictement rien à voir. Il n'a aucune chance d'être élu président de la République, monsieur Macron? Mais j'en sais rien, pourquoi vous dites ça? La vie est ainsi faite que personne ne peut prédire ce que seront les suffrages, mais je veux simplement dire ici que la route est plus complexe que vous semblez les uns et les autres le dire ou le penser quand vous parlez de lui. C'est plus un camouflet pour François Hollande ou une gêne pour la droite? Après, c'est des questions qui relèvent de l'éthique. Oui, mais moi, personnellement, je trouve que le comportement personnel d'Emmanuel Macron à l'égard de François Hollande n'est pas convenable. Mais quand on trahit quelqu'un qui n'est pas aimé des Français, est-ce que c'est vécu comme une trahison? Pas si c'est vécu. Après, c'est une question de se regarder dans la glace. C'est un autre sujet qui relève de sa propre éthique. Moi, j'ai la mienne, il a la sienne. Déloyauté. Ça n'est pas convenable. C'est une déloyauté très chiracienne. Oui, mais vous savez que moi, j'ai appris beaucoup de choses de Jacques Chirac et notamment, je pense qu'il y a des choses qui ne se font pas. Alors, il y en a un autre qui a appris beaucoup de choses de Jacques Chirac, c'est Bruno Le Maire. Il disait ce matin, ça va impacter notre primaire. Impacter. J'ai pas compris la question, en fait. Bien, Bruno Le Maire disait... Qui va impacter la primaire? La candidature de Macron va impacter la primaire. Ah! Peut-être, je ne sais pas, on verra. Je peux pas vous dire ça. Moi, je suis pas tellement dans le commentaire. C'est pas mon métier. C'est plutôt le vôtre, ça. Non, mais est-ce que ça peut retenir des électeurs centristes? Ils se disent j'ai une offre pour après la primaire. Pourquoi j'irai voter Alain Juppé dimanche? Attendez, stop. Non, mais question. Prenons les choses dans l'ordre. Emmanuel Macron est l'un des piliers du quinquennat qui est en train de s'achever. Il est donc co-responsable de son échec. Bon, il faut arrêter de se mentir toute la journée. Il est co-responsable de son échec. Il peut faire semblant, il peut faire croire qu'il y était pour rien. Il y a un moment de vérité dans la vie. Et de manière générale, je ne trouve pas convenable la façon dont quand c'est le cas, dont on se désolidarise d'une action que l'on a soi-même conduite. Voilà. Alors vous dites un peu comme ce que dit Alain Juppé par rapport à François Fillon et Nicolas Sarkozy. Bah oui. Ils sont tous les deux co-responsables, bien sûr, entre guillemets, de l'échec de 2017-2012. Oui, ça, écoutez, là-dessus, considérer que François Fillon n'est pas en tandem avec Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012, c'est encore une autre fiction, ça. Et vous parlez d'échec aussi 2007-2012? Non, mais battu. C'est un mot précis. Est-ce que c'est un échec? Frédéric Aziza, on a été battu en 2012. Alors on peut faire semblant de ne pas s'en souvenir, mais on a été battu. Moi, vous savez, ça a été l'un des fils conducteurs de ma campagne. D'ailleurs, j'avais évoqué cela lors du premier débat que nous avons fait à la télévision, en disant que j'avais été, comme des millions de Français, enthousiastes dans la perspective de la rupture que nous proposaient Nicolas Sarkozy et François Fillon. Bon, ils ne l'ont pas faite, ni l'un ni l'autre. Et j'entendais François Fillon, à qui on posait cette question, répliquer de manière un peu froide.
en me faisant connaître que j'avais été président du groupe et donc à ce titre co-responsable, je voudrais juste lui faire observer qu'à un moment, il faut choisir son camp. On peut pas d'un côté me dire que je ne suis responsable de rien sur la burqa, et puis après venir me dire que je suis responsable de tout sur leurs échecs. Bon, alors on va remettre de l'ordre historique. Vous étiez coproducteur à l'époque. Voilà, c'est ça. Mais donc la coproduction, mais attendez, tous autour de cette table, vous l'avez vécu en direct. D'ailleurs, je vois que comme vous souriez, ça prouve bien que vous n'êtes pas amnésique. La coproduction législative, c'était le mot convenable que j'avais trouvé pour alerter et Nicolas Sarkozy et François Fillon sur la liste des rendez-vous manqués vis-à-vis des Français qui s'accumulaient. Ça voulait dire ils n'ont pas touché aux 35 heures. Non, parce que moi j'ai été respectueux du fait majoritaire et je souhaitais que qu'on l'emporte malgré tout cela. Mais les rendez-vous manqués se sont accumulés du fait de l'indécision et de Nicolas Sarkozy et de François Fillon. Ils n'ont pas touché aux 35 heures. Ils n'ont pas fait une réforme courageuse des retraites. Ils ont baissé les effectifs de police. Ils ont augmenté les impôts massivement. Le plan de 11 milliards de hausse d'impôts s'appelle le plan Fillon. Alors c'est compliqué quand même pour lui de dire qu'il l'était pas là. Vous parlez de rendez-vous manqués. Alors là, François Fillon a eu un rendez-vous manqué également pour la présidence de l'UMP en 2012. Est-ce que là, vous pensez que c'est son heure? Parce qu'apparemment, dans les sondages montrent une nette remontée de M. Fillon. Une percée, on dit même qu'il peut être au second tour. Oui, écoutez, je propose qu'on laisse cette élection se faire. Tout a été fait autour des sondages. Il y a un moment où il faut quand même laisser le vote se faire. Alors, ensuite, le rendez-vous manqué de 2012. Est-ce qu'ils sont faux, ces sondages, ou pas? Ou est-ce qu'ils indiquent quelque chose? Qu'est-ce que vous sentez-vous sur le terrain? Je n'en sais rien. Je vais vous dire, on a la tête farcie tous autant qu'on est avec ces sondages. Laissons le vote se faire. Ensuite, vous me dites le rendez-vous manqué de François Fillon en 2012. C'est pas un rendez-vous manqué. François Fillon, il a perdu la présidence de l'UMP. Et comme il ne l'a jamais supporté, il est allé expliquer que ça ne pouvait être que parce que j'avais triché. Et je suis obligé de vous dire que c'est un mensonge auquel, à l'époque, je n'avais pas voulu répondre parce que mon objectif était de rassembler. Mais comme je vois qu'il continue sur ce même registre aujourd'hui, eh bien, je redis courtoisement, aimablement, que, en réalité, les quelques triches qui ont été constatées, elles étaient plutôt du fait de ses supporters que des miens. Donc c'est et je vais même plus loin, pas lui personnellement, naturellement, mais c'est pas ça. C'est bien parce que lui en parle que j'y réponds. Et pour aller au bout de cette logique et clore cette page, je comprends qu'il s'inquiète, comme l'a fait son directeur de cabinet, Patrick Stefanini a fait un cours là sur la triche, d'ailleurs avec un niveau de professionnalisme qui montre que visiblement il connaît bien le sujet. C'est un expert. C'est qu'effectivement ceux qui à l'époque étaient résidents dans ces bureaux de vote où la triche a été identifiée. Ils sont chez Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Donc je comprends que François Fillon s'inquiète, effectivement. Mais alors, vous disiez, on a tous ça veut dire que vous avez peur, vous, de la triche pour la primaire ou pas, pour le premier tour et le deuxième tour? Je vais vous dire, je fais confiance à la vie. Il y a une haute autorité qui veille au grain. J'espère que les choses se passeront dans les règles et de toute façon la vigilance s'impose partout. Il y a des tricheurs aujourd'hui, d'anciens tricheurs dans les équipes de François Fillon et de Nicolas Sarkozy. C'est ce que vous avez dit. Ce que j'ai dit, c'est que simplement François Fillon, je l'entends beaucoup s'inquiéter de la triche. Il n'arrête pas. Matin, midi, soir, il en parle, il en fait parler autour de lui. Et alors comme en 2012 d'ailleurs, je fais observer que les constats de l'époque des huissiers, c'est pas moi qui les ai faits, c'était que les triches qui ont été identifiées, elles avaient pour origine des gens qui à l'époque soutenaient François Fillon et qui depuis l'ont trahi pour aller chez Nicolas Sarkozy. Voilà, c'est tout ce que je dis. Donc je comprends que François Fillon s'en inquiète. Alors vous dites on a tous la tête farcie avec ces sondages. Est-ce qu'on a plus la tête farcie quand on est à 1% ou quand on est à 20, 30 ou 40%? Je crois que c'est pas le sujet. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a les indications de sondage, mais il y a aussi le caractère terriblement prescripteur de ces sondages, qui conduit finalement à avoir une vision fausse des choses. C'est-à-dire regardez la manière dont, par exemple, nous avons observé le décalage entre le résultat du vote américain et les sondages des mois qui se sont écoulés. Et donc, vous croyez-vous encore possible une surprise? C'est-à-dire que moi, par définition, pour qu'il y ait une surprise, il faut qu'il y ait un résultat qu'on n'attend pas. Bon, et par définition, je n'attends. Une surprise copée, c'est pas possible. Ben, écoutez, merci. Non, mais c'est une question très aimable de votre part. Je suis quand même content d'être venu à cette émission. Quand on voit les sondages, on se dit, c'est pas possible. Ah, c'est sûr. Mais en même temps, si on voyait les votes, on verrait. Non, mais dites-nous en une minute, pourquoi vous allez créer la surprise dimanche? Ah, mais je sais pas si je vais créer la surprise. Moi, je fais campagne de manière très constante. Vous savez, je défends depuis des années des idées sur lesquelles, contrairement à d'autres, je n'ai jamais varié. La France, la droite décomplexée qui doit permettre une France décomplexée, c'est une idée que je défends depuis toujours. Vous êtes
au fait de tout cela, vous le savez, cette idée que la main ne doit plus trembler, qu'on ne doit plus reculer, dont on doit prendre des décisions, que mener une politique de droite, c'est pas du tout de mener une politique extrémiste, c'est mener une politique qui vise à rétablir l'autorité, à libérer le travail, l'économie, à réarmer la France. Ce sont des mots que j'utilise depuis des années. Le gouvernement par ordonnance, certains s'en sont inspirés d'ailleurs, puisque j'ai vu que Alain Juppé, parfois Bruno Le Maire, disent un peu la même chose. Bon, donc c'est bien que quelque part ces idées, elles sont dans le débat public aujourd'hui. Non, Nicolas Sarkozy est hostile, vous le savez, au gouvernement par ordonnance. Il ne veut pas parler de ça. Il veut des référendums, ce qui me paraît d'ailleurs totalement absurde, parce que les référendums, c'est des machines à perdre. Surprise ou pas surprise? Bienvenue à la question d'info. À 4 jours de la primaire de la droite et du centre, tout semble désormais possible. Entre l'élection de Donald Trump et la candidature d'Emmanuel Macron, la droite est-elle en train de changer? Juppé, Sarkozy, Fillon, quelle sera la surprise du premier tour? Invité de question d'info aujourd'hui, Jean-François Copé, candidat justement à la primaire de la droite et du centre et député LR de Meaux. Et à mes côtés pour vous interroger, Monsieur Copé, Françoise Fressoz du Monde, Frédéric Dumoulin de l'AFP et Yael Gauze de France Info. Bonjour Monsieur Copé. Bonjour. La fin d'un vrai faux suspense ce matin à Bobigny. Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle. Je veux porter l'optimisme de la volonté contre un système bloqué. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que vous partagez sa démarche? Enfin, écoutez, sa démarche, ça, chacun est libre. Mais ça y est, je crois que le festival des poncifs a commencé. Là, j'ai vu une liste complète de platitudes qui viennent prolonger tous les discours qu'il a pu d'ailleurs. Quelle platitude? Qu'est-ce qui est plat? Tout y est, là, tout y est. Vous pouvez reprendre le verbatim. Donc, en gros, ça consiste à dire que tout ce qui a été fait avant était bien entendu nul du fait des partis politiques, et que bien entendu, lui va nous changer tout ça. Il ne critique pas les élus, hein. Oui, ben non, mais il critique pas les élus parce qu'il a besoin de ses parrainages. Mais tout ça est très hypocrite. Vous croyez? Moi, ce que j'attends des candidats, qui soient d'ailleurs de gauche et de droite, mais on va parler de la droite. Et on va parler de vous, c'est surtout, et oui, bien sûr, c'est surtout qu'ils proposent des choses et qu'ils le fassent en n'oubliant pas, je l'ai suffisamment dit pour mes amis et concurrents de droite, je peux le dire aussi pour la gauche, que la vie n'est pas une page blanche et que dans le cas d'Emmanuel Macron, il est pleinement dans le système. Ça m'énerve que quoi qu'il casse le système. Casse le système, c'est ça. Il casse rien du tout. Qu'est-ce qu'il casse? Attendez, alors excusez-moi, mais Françoise Fressoz, je ne veux gâcher la matinée à personne, mais je voudrais juste vous dire qu'il n'y a rien de cassé dans le système. Il a choisi un fond bleu, il a eu la bonne idée de mettre un drapeau tricolore et un drapeau européen. Il parle lentement, il regarde les caméras, de temps en temps il regarde les journalistes. Il y a 2 micros, tout est complètement mis en scène. Il y a un mot anglais qui est d'ailleurs redonné, c'est le mot fake. Vous savez, tout ça est faux depuis le début jusqu'à la fin. Vous lui dites pas bonne chance. Si on comprend bien, vous lui dites pas bonne chance dans l'aventure présidentielle. Écoutez, d'abord on a un autre mot dans le vocabulaire français que celui-là. Je n'oserais pas le prononcer ici, et donc en l'occurrence ne pas l'appliquer non plus à Emmanuel Macron pour une raison d'ailleurs très simple. Une raison très simple. Il ne faut pas prendre les autres de haut. Et si je n'avais qu'une recommandation à faire, moi qui commence à avoir un peu d'expérience, c'est de rappeler à Emmanuel Macron que l'engagement politique, ce n'est pas l'affaire de quelques semaines ou de quelques mois. C'est un long chemin pour rencontrer les Français, pour comprendre que ce sont aussi des épreuves à traverser. Et je crois qu'il est encore à l'idée que la politique, c'est facile. Donc c'est pas un long fleuve tranquille, la politique. Alors Emmanuel Macron, il a dit, je ne suis ni de droite ni de gauche. Pour vous, il est de droite ou de gauche? Je sais rien. En vérité, il est pas très clair, quoi. Et je pense que les Français, ils veulent des choix clairs. Et la vérité, c'est que il nous a expliqué pendant des années qu'il était de gauche. D'ailleurs, il a été dans le gouvernement de M. Hollande. Il a été l'inspirateur de M. Hollande. Donc, tout ça est pas très courageux. Moi, j'aime bien qu'on assume les choses. Et moi, je suis quelqu'un qui a toujours assumé tout ce que j'ai fait. Assume les choses. Je trouve qu'il n'assume pas vraiment. Alors, assumer les choses, c'est aussi développer son programme, son projet. C'est un peu ce qu'il a fait la semaine dernière dans l'Obs. Yael Gauze. En quoi ces propositions, Jean-François Copé, sont différentes de ce que proposent les candidats, les Républicains, dans la primaire, en matière sociale, modulation du temps de travail en fonction de l'âge, retraite à la carte, un régime d'assurance chômage pour les auto-entrepreneurs? Qu'est-ce qui vous différencie finalement? Enfin, ça n'a rien à voir avec ce que je propose. Enfin, je pense que vous avez suffisamment. Vous, généralement. Vous êtes plus généralement. J'en sais rien. Moi, je peux vous parler de ce que je propose moi et de comparer, si vous voulez, avec Emmanuel Macron. C'est pas un problème. Aucun point commun avec lui.
Bon, j'en sais rien. Enfin, il a dit que les 35 heures étaient une grave erreur. Bah, merci de son aide. Il était ministre de l'économie. Il aurait pu faire quelque chose. Et il nous a expliqué que l'ISF, c'était pas bien. Bah, il pouvait le supprimer. Vous voyez, donc, en fait, il était dans un gouvernement de gauche. C'est pour ça qu'il y a une espèce d'énorme gag, là. C'est jusqu'à quand on fait semblant de pas voir. Vous parlez de justement, est-ce que le timing, maintenant parlons du timing. Il choisit 3-4 jours avant le premier tour de la primaire de la droite. Pourquoi la veille du débat. Est-ce qu'il a un plan caché aussi au niveau de la droite? Est-ce qu'il a un candidat préféré qu'il aimerait affronter? Oui, ça c'est ce qui se dit. Mais il y a rien de caché dans tout ça. C'est un calcul tout bête qui consiste à dire il faut que je prenne cet espace parce qu'au lendemain de la primaire de la droite